Camarades, les milieux académiques considèrent souvent la philosophie comme une discipline abstraite, obscure et étrangère, au fond, au savoir proprement scientifique. C'est-à-dire au savoir concret, positif, empirique, les faits, dont s'occupent les physiciens, les chimistes, les biologistes, les économistes, les sociologues, les historiens, etc. Suivant ce point de vue, les scientifiques n'auraient pas grand-chose à gagner à s'intéresser à la philosophie et auraient même tout intérêt à se tenir à distance de la philosophie, comme une source de confusion, rien à gagner à la philo. Cette idée a été maintes fois critiquée par de grands philosophes. Bien sûr, ils ont défendu leur chapelle, mais à juste titre, et notamment par un grand philosophe allemand, Hegel, dont les idées ont occupé une place centrale dans l'élaboration du marxisme. Hegel, en gros, insistait sur le fait que toute science, les sciences empiriques, dont j'ai fait une petite liste, toute science, qu'elle le veuille ou non, qu'elle le sache ou non, repose, implique un certain nombre de présupposés de nature philosophique, de méthode, conceptuelle, terminologique, vocabulaire, etc. Et lorsque une science, les scientifiques n'ont pas conscience de ces présupposés philosophiques, que se passe-t-il? D'une part, ils font de la mauvaise philosophie, elle est faite inconsciemment, à l'aveugle, pour ainsi dire. Et d'autre part, ça a des implications négatives sur le développement de la science elle-même. Et vous en trouvez des exemples dans un livre, je ne sais pas si on l'a en anglais ici, parce que pour l'instant il n'y en a que quelques chapitres traduits en français, mais c'est le livre de Ted Grant et Alan Watts qui s'appelle La raison en révolte, sur la philosophie marxiste et la science moderne, où Alan et Ted expliquent non seulement que les acquis de la science moderne confirment les lois de la dialectique, dont je vais parler dans mon exposé, confirment la philosophie dialectique, mais ils expliquent également à quelle impasse scientifique aboutit peuvent mener certains préjugés philosophiques des scientifiques. Sur la question du Big Bang, ça c'est assez connu dans la TMI, mais pas seulement, enfin Alan et Ted citent d'autres exemples, dans la génétique, en paléontologie, dans d'autres disciplines encore. Et si vous interrogez, par exemple, Fred Weston, qui a fait l'exposé ce matin, sur les carences philosophiques de l'anthropologie bourgeoise, vous aurez une réponse exhaustive, je vous le garantis. C'est un sujet qui me passionne. Le marxisme, pour sa part, revendique à la fois son caractère scientifique et philosophique. Les réalisations scientifiques du marxisme sont indiscutables et seraient admises par tous si de puissantes considérations politiques ne s'y mêlaient. Et n'entraient pas ici en ligne de compte, c'est-à-dire des considérations d'intérêt de classe. Lénine soulignait que, je cite, « Si les axiomes géométriques heurtaient les intérêts des hommes, on essaierait certainement de les réfuter. » Et ça vaut pour toutes les sciences, en particulier pour les sciences qui se rapprochent le plus des intérêts économiques. Reste que dans deux domaines scientifiques, l'histoire, la science de l'histoire, et l'économie, la science économique, le marxisme a totalement résisté aux assauts des professeurs bourgeois depuis l'époque de Marx. C'est un fait. Où et quand ont été sérieusement réfutés les énormes accomplissements du marxisme
en histoire et en économie. Où et quand? Et par qui? Les professeurs bourgeois, les intellectuels bourgeois font comme si les idées de Marx avaient été réfutées de longue date sur ces questions-là, mais ils vous disent jamais ni où, ni quand, ni par qui. Ils vous donnent jamais un bouquin qui réfute sérieusement le Capital de Marx ou le matérialisme historique, c'est-à-dire la conception marxiste de l'histoire. Cependant, le marxisme est d'abord une philosophie, le matérialisme dialectique. C'est bien simple. Sans la philosophie marxiste, il n'y aurait pas de matérialisme historique. Il n'y aurait pas de conception marxiste de l'histoire. Sans la philosophie marxiste, il n'y aurait pas non plus la théorie économique de Marx. Marx n'aurait pas pu écrire le Capital s'il n'avait pas en main les éléments fondamentaux du matérialisme dialectique. En fait, sans philosophie marxiste, il n'y aurait ni perspective, ni programme, ni stratégie, ni tactique révolutionnaire correcte. La preuve négative nous en est donnée par l'exemple des organisations sectaires qui se réclament du marxisme, mais qui négligent totalement le matérialisme dialectique, la méthode dialectique, ou ne savent pas l'appliquer quand ils s'y essayent. En dernière analyse, tout ce qui nous distingue de ces organisations, ce ne sont pas les erreurs grossières qu'elles peuvent commettre sur telle ou telle question, la nature du régime chinois, la guerre en Ukraine, la révolution vénézuélienne, etc., etc. Il y a des divergences flagrantes, et elles commettent des erreurs flagrantes. Mais, en un sens, toutes ces erreurs ont la même source, à savoir une incompréhension radicale de la méthode dialectique, et bien souvent une incompréhension radicale du rôle de la théorie en général pour les révolutionnaires. La situation n'est pas bien meilleure chez les soi-disant marxistes académiques, cette contradiction dans les termes, qui eux-mêmes se qualifient de marxiens. Ça ressemble à martien, pas par hasard. Mais en France, il y a beaucoup de marxiens. Ils disent marxiens pour bien nous montrer qu'ils ne sont pas marxistes, ils sont marxiens. Marxistes académiques. Et le dénominateur commun, il y a 36 000 sortes de marxiens. Entre eux, c'est la guerre à mort. Mais ils sont tous d'accord sur un point, tous, le dénominateur commun. Ils rejettent tous le matérialisme dialectique, qu'ils présentent souvent, mensongèrement et ridiculement, comme une production dogmatique de Engels, le camarade de Marx, c'est Engels, c'est la faute d'Engels, qui, ce faisant, aurait dénaturé les idées authentiques de Marx. On se demande comment il se fait qu'il existe je ne sais combien de volumes de correspondance entre Marx et Engels, dans lequel n'apparaît jamais cette divergence fondamentale entre Marx et Engels. Avec son sort, il dit « Oui, mais Engels a trahi Marx après la mort de Marx. » Enfoiré. Absurde. Il a attendu qu'il meure pour révéler son dogmatisme. Mais à la limite, les marxiens veulent bien... Donc ils rejettent le matérialisme dialectique, soyons plus précis. À la limite, ils veulent bien garder le matérialisme. Et ils sont matérialistes, les marxiens, disent-ils. Mais la dialectique, non. Ça, jamais. Pourquoi les marxiens rejettent, pourquoi les marxistes académiques rejettent la dialectique? Marx l'a expliqué en quelques phrases dans la postface au livre 1 du Capital, quand il expliquait que la dialectique implique le renversement du capitalisme. La dialectique implique que le capitalisme n'est pas le dernier système de l'histoire. Je cite Marx. Sous son aspect rationnel, la dialectique est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires. Parce que dans la conception positive des choses existantes, elle, la dialectique, inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire, parce qu'elle est essentiellement critique et révolutionnaire. Voilà ce que Marx disait de la dialectique, et il explique parfaitement l'hostilité des
idéologues doctrinaires de la bourgeoisie, dont les marxiens font partie, parce que parmi les idéologues doctrinaires, vous n'avez pas simplement Zemmour et compagnie, vous avez aussi des gens qui se font passer pour à gauche, qui se donnent des airs de gauche. Alors ces gens-là, si on leur dit mais vous rejetez la dialectique, c'est là, non, pas du tout, ils protestent. À l'extrême limite, mais ce qu'ils veulent bien, c'est que la dialectique soit une méthode intellectuelle, ou plus exactement une forme de raisonnement ou de débat, sous la forme de préférence qu'elle a pris en gros chez Socrate et Platon, pour ceux qui ont lu les dialogues socratiques, c'est-à-dire la confrontation des points de vue. Vous savez que Socrate interroge les sophistes, etc. Il prend le par un et puis il discute. Et dans la méthode dialectique, la maïeutique, il disait on passe du préjugé individuel à la recherche d'une vérité plus universelle. Donc on passe du préjugé à l'universalité par le biais de la dialectique, par la confrontation des points de vue. C'est effectivement une première forme de dialectique, indiscutablement. Et celle-là est acceptable pour les marxiens, dont toute la vie se déploie dans la dialectique feutrée des séminaires, des revues académiques et des colloques. Donc entre eux, il veut bien débattre. Ça va. Mais ce que ces gens rejettent fermement, c'est ce que disait Engels de la dialectique, en accord total avec Marx. Je cite, « La dialectique est la science des lois générales du mouvement et du développement de la nature, de la société humaine et de la pensée. » Autrement dit, la dialectique n'est pas à l'œuvre seulement dans la pensée, ou comme méthode de débat, ou comme méthode de raisonnement, mais elle est à l'œuvre aussi et d'abord à tous les niveaux du monde objectif, de la réalité matérielle, sociale, historique, et puis de la pensée. Et elle est à l'œuvre dans la réalité objective, de dialectique, les lois de la dialectique, indépendamment de la pensée. Donc elle ne se réduit pas du tout à une méthode de discussion. J'en viens maintenant aux caractéristiques des processus dialectiques. La première et la plus générale de ces caractéristiques a été formulée par Héraclite, un philosophe grec à cheval entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, donc avant Socrate et Platon. Et Héraclite écrivait, je cite, « Tout est », du verbe être, tout est EST, et en même temps n'est pas, parce que tout est dans un mouvement perpétuel, tout coule. Fin de citation. C'est là l'idée la plus fondamentale de la dialectique. Toute chose, et je répète, à tous les niveaux du réel, de la réalité, toute chose est dans un processus de transformation permanent. Ça, c'est l'idée la plus fondamentale, et merde, j'ai envoyé de la dialectique. J'espère que tout ne va pas exploser. Y a-t-il des mouchoirs ça serait bien que je règle cette petite affaire. Ah ouais. J'avais une partie sur les catastrophes, mais je pensais l'avoir pour plus tard. Non, je ne voudrais pas que les courses circuitent. Ceci est plein d'électricité. Ok. Oui, toute chose est dans un processus de transformation permanent. Cette idée va à l'encontre du bon sens et de l'expérience immédiate de tout un chacun. En effet, beaucoup de choses ont l'air figées dans notre vie. Fixes, permanentes. Par exemple, cette table, si je ne l'avais pas noyée, semble être totalement stable, fixe, égale à elle-même, immobile, alors qu'en réalité, non, elle se pupitre. Ce pupitre subit sans cesse des modifications de volume,
de température, sa masse change sans arrêt, à chaque instant. Mais ces modifications sont invisibles à l'œil nu, mais elles n'en sont pas moins réelles. Ce pupitre est en constamment, à chaque fraction de seconde, aussi petite que vous preniez cette fraction de seconde, est en train de se transformer, il perd les atomes, etc. Ici, on voit que la dialectique se distingue de ce qu'on appelle la logique formelle, développée dans son détail par Aristote, notre grand philosophe de la Grèce antique. Le principe de la base de la logique formelle, il n'est pas bien compliqué, c'est le principe d'identité, qui se symbolise par A égale A. A est égal à A. Cette table est égale à cette table. Cette table est identique à elle-même. Voilà le principe de base de la logique formelle. Et je ne dis pas que ce principe vaut rien. Dans la plupart des activités quotidiennes, la logique formelle fonctionne parfaitement. Je n'ai pas besoin de m'interroger, de m'inquiéter de sur ce que va devenir ce pupitre d'ici la fin, quoique j'ai tout changé avec une tête, mais enfin, normalement, je n'aurais pas eu à m'inquiéter, parce que les modifications que ce pupitre subit ne vont pas affecter la présence du pupitre, etc. Et au quotidien, quand vous rentrez chez vous le soir, vous ne vous demandez pas avec angoisse quelles sont les modifications qu'a subi votre appartement, a priori. Vous savez qu'il sera à la même place, vous allez être à la même adresse, les clés c'est toujours les mêmes, etc. Bon, on a des surprises parfois, mais au quotidien, la logique formelle fonctionne bien, c'est pratique, ça marche. Mais dès qu'on a affaire à des processus beaucoup plus complexes, ou pris à une échelle beaucoup plus large, de temps ou d'espace, la logique formelle devient inopérante et une série d'erreurs, toutes sortes d'erreurs. Elle implique toutes sortes d'erreurs. Or, le développement du système capitaliste, de la lutte des classes, de ses diverses expressions, politiques, syndicales, idéologiques, sont des processus très complexes. Plein de contradictions, et face auxquelles la logique formelle devient inopérante, source d'erreurs, et même d'erreurs réactionnaires. Pourquoi je dis réactionnaire? Parce que la logique formelle, c'est par excellence la logique de l'ordre établi. D'une philosophie qui nous dit, par exemple, la civilisation humaine, en gros, a toujours connu des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploités, donc, il y aura toujours des riches et des pauvres, etc. C'est une philosophie qui nous dit, en gros, puisque les choses étaient ainsi faites hier, puisqu'elles le sont aujourd'hui, eh bien, elles le seront demain, et elles le seront pour toujours. C'est d'ailleurs un préjugé très puissant et qui pèse très lourd sur la conscience des travailleurs eux-mêmes. Pour déraciner ce préjugé de la conscience des masses, il faut de grands événements, de grands chocs, comme la crise sanitaire, comme la crise inflationniste, comme les guerres impérialistes, la crise organique du capitalisme en général. Il faut des chocs, il faut de grands événements pour obliger les gens, la masse des travailleurs, à sortir de leur routine intellectuelle, de ce qu'ils considéraient comme allant de soi, et pour qu'ils remettent en cause à la fois l'ordre du monde et la conception de l'ordre du monde et de son devenir. Il faut de grands événements. Donc, la première caractéristique des processus dialectiques, je l'ai dit, un changement permanent. Mais à la limite, il n'y a pas besoin d'être marxiste pour accepter cette idée. Les réformistes seront d'accord avec ça. Ils vous diront, mais oui, bien sûr, la société change constamment, et il faut qu'elle change de préférence dans la bonne direction, peu à peu, graduellement, pacifiquement, lentement, sans heurts, sans choc, puisque c'est le rêve du réformisme. Fred parlait ce matin des dirigeants de l'aile gauche réformiste. Il disait, pourquoi est-ce que les travailleurs, la masse des travailleurs, préfèrent commencer par tenter l'option Mélenchon plutôt que l'option bolchevique communiste? Parce que l'option Mélenchon, c'est quoi? On fait des belles élections, on remporte une majorité, 52% des voix, on convoque une assemblée constituante avec la permission de la bourgeoisie française,
l'Assemblée constituante, avec la permission de la bourgeoisie française, va voter l'augmentation des salaires, l'embauche massive des fonctionnaires, tout ça va convenir au MEDEF et compagnie, et les choses vont se passer comme sur des roulettes. Ça, c'est l'approche gradualiste, linéaire, réformiste que présente Mélenchon. Et pour la masse des travailleurs, c'est quand même mieux qu'on va prendre le pouvoir, on fera une révolution, etc., etc. Donc, les réformistes acceptent le mouvement, oui, permanent, mais sous une version gradualiste, linéaire. Seulement voilà, en réalité, et ça c'est la deuxième caractéristique fondamentale de la dialectique, les modifications graduelles, linéaires, existent, bien sûr, elles sont même à l'œuvre la plupart du temps, mais elles ne sont qu'un moment des processus dialectiques. L'autre moment, l'autre aspect, c'est l'évolution par bond, par rupture, par transformation soudaine et brutale. Charles Darwin, par exemple, a mis le doigt sur ce fait lorsqu'il a constaté que l'histoire des espèces était marquée non seulement par de longues phases d'évolution graduelle, mais aussi par des accélérations brutales. De nouvelles espèces sont apparues ou sont disparues, ou ont disparu, non pas graduellement, mais brutalement, soudainement, massivement. Ça posait d'ailleurs un problème à Darwin, qui n'était pas un philosophe dialecticien totalement accompli, puisqu'il pensait qu'il lui manquait des données, qu'il avait raté un épisode, et il cherchait ces données pour combler, pour restituer dans la théorie le caractère, selon lui, linéaire et graduel de l'évolution des espèces. En réalité, il ne lui manquait pas des données. Il avait mis le doigt sur le caractère de la dialectique du processus, c'est-à-dire la rupture, le bond, le saut qualitatif. Avant Marx, c'est au philosophe Hegel qu'on doit le développement approfondi de cette idée d'une évolution par bond et par rupture. Par accélération soudaine, brutale. Il est clair que les idées de Hegel, donc philosophe fin 18e, début 19e, avant Marx, la génération, une ou deux générations avant Marx, on va dire, les idées de Hegel étaient directement influencées par la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle, qui fut précisément une énorme rupture dans l'ordre économique, politique et social. Quelle rupture la Révolution française, l'ancien régime qu'on croyait éternel, avec sa monarchie, sa noblesse, son clergé, etc. Boum, s'effondre en l'espace de quelques années. Et Hegel avait 19 ans en 1789 et suivait la Révolution française avec enthousiasme. On raconte que lors de la prise de la Bastille, il était avec son pote Schelling, qui est aussi un philosophe, et Hölderlin, que vous connaissez peut-être, un philosophe, un grand poète allemand, et ils ont fait une belle fête ce jour-là. Et puis on raconte aussi, enfin c'est pas qu'on raconte, ça on le sait, que chaque année, avec ses élèves à Berlin et ailleurs, Hegel, le 14 juillet, ouvrait une bouteille de je ne sais pas ce qu'il buvait, les Allemands à Berlin à cette époque. Mais il buvait avec ses élèves pour célébrer le 14 juillet, l'anniversaire du 14 juillet 89. Donc, un philosophe qui a été marqué par son époque, par une époque justement de turbulence, de rupture, de choc historique, pas de développement graduel. Ce n'est pas une époque de développement graduel, la genèse de Hegel au niveau historique, du tout. Et bien sûr, ça s'est reflété dans sa philosophie. On doit à Hegel la formulation des différentes lois de la dialectique, dont la transformation de la quantité en qualité, l'interdépendance des opposés, la négation de la négation, sur lesquelles je reviendrai. Hegel a aussi montré, mieux que personne avant lui, que la contradiction, le conflit, est au cœur de toute chose et de tout mouvement. C'est la contradiction, le conflit, qui est le moteur du mouvement. De ce mouvement dont je vous ai dit qu'il était permanent dans la réalité, naturelle et sociale. L'exemple le plus évident pour nous, c'est la lutte des classes. On a là un conflit permanent, au moins larvé, parfois ouvert, entre des classes aux intérêts irréconciliables. Pas juste vaguement contradictoires, irréconciliables. Et c'est ça qui constitue le contenu, au fond, même si ce n'est pas toujours visible, de toute la vie politique et sociale, dans tous les pays.
c'est cette lutte des classes. Et c'est ça qui fait avancer l'histoire. Et un exemple de l'interdépendance des opposés. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. C'est la structure de classe de la société capitaliste. Bourgeoisie, classe ouvrière. Vous ne pouvez pas isoler l'un de l'autre. La bourgeoisie, comme classe sociale, avec ses caractéristiques de classe propriétaire et parasitaire, qui vit de l'exploitation de la classe ouvrière précisément, la bourgeoisie, ça n'a de sens que s'il y a une classe ouvrière à exploiter. Inversement, la classe ouvrière comme classe exploitée, ça n'a de sens que si elle est exploitée par une autre classe. Donc, vous avez là, dans la structure sociale, deux entités, classe ouvrière et bourgeoisie, qui n'existent que l'une relativement à l'autre. L'idée qu'on trouve très souvent chez Hegel, c'est-à-dire ce sont deux entités qui sont apparemment opposées, en réalité elles sont unies, parce qu'elles dépendent l'une de l'autre. Encore faut-il préciser dans le cas de la classe ouvrière et de la bourgeoisie, que ce rapport d'opposition n'est pas un rapport de symétrie parfaite. En effet, la bourgeoisie ne peut pas et ne veut pas éliminer la classe ouvrière, se passer de la classe ouvrière, car c'est de l'exploitation de la classe ouvrière qu'elle tient ses revenus, ses privilèges et ses profits. A l'inverse, la classe ouvrière peut très bien se passer de la bourgeoisie. Éliminer la bourgeoisie, socialement, politiquement, parce que c'est la classe ouvrière, elle peut vivre, si vous voulez, elle peut vivre sans la bourgeoisie, la classe ouvrière. Parce que c'est elle qui est la source de toutes les nouvelles richesses créées par la société. Et qu'elle n'a pas besoin de la bourgeoisie pour créer ces richesses. Donc ça crée une... vous voyez, c'est pas une relation symétrique, équilibrée. Et soit dit en passant, Hegel en a eu l'intuition, ou disons, l'a anticipé sur un plan idéaliste, je reviendrai sur l'idéalisme hegelien, mais dans la célèbre dialectique du maître et de l'esclave dont vous avez peut-être entendu parler. Je vous passe les étapes de cette dialectique, c'est une sorte de lutte pour la reconnaissance, de lutte à mort, etc. Et puis, alors, en gros, le maître l'emporte parce que c'est celui qui a mis sa vie en jeu, alors que l'esclave lui a dit « Oh, je ne veux pas de bagarre, donc je veux bien travailler pour toi. Je vous la fais vite. » Ça, c'est pas comme ça, et ça n'a aucune validité historique, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, le plus intéressant de la dialectique du maître et de l'esclave, je trouve, c'est la fin. C'est quand Hegel retourne l'affaire et dit « Mais au final, c'est l'esclave qui finit par dominer le maître. Pourquoi ? Parce que le maître, d'avoir emporté l'affaire, tombe dans l'oisiveté, devient un parasite, alors que l'esclave, lui, travaille, produit, est la source des richesses. Et par conséquent, le maître devient dépendant de l'esclave, alors que l'esclave, il est autonome dans la reproduction de son existence matérielle. Ça, c'est une idée très profonde qui anticipe, comme souvent chez Hegel, un certain nombre de généralisations matérialistes et scientifiques de Marx. Donc, beaucoup de choses comme ça chez Hegel, oui, mais Hegel avait un défaut majeur, c'était un idéaliste, et même un idéaliste absolu, vous verrez pourquoi. Pas au sens où Hegel avait de grands idéaux, l'idéalisme, ça ne signifie pas ça en philosophie. En philosophie, ça veut dire que Hegel mettait les idées au premier plan. Les idées sont premières, et la matière, la nature est seconde par rapport aux idées. La nature et la matière sont produits par les idées. Il dit ça très très clairement. La matière et la nature, c'est une production d'idées. Pour Hegel, la nature, les hommes, leur histoire, tout cela est le produit de ce qu'il appelle l'idée absolue, qui est là depuis le début, et qui se réalise, s'aliène dans la nature et l'histoire de l'humanité jusqu'à revenir à elle-même enrichie de tout ce processus, de tout son développement historique. Bien sûr, l'idée absolue, chez Hegel, n'est rien d'autre que c'est un autre nom de Dieu. Et Hegel le dit d'ailleurs explicitement. Il dit, par exemple, il dit de sa logique, son grand ouvrage sur la logique, que Lénine avait étudié, commenté, etc. Il dit la logique, c'est la présentation de Dieu avant la création de la nature. Donc c'est Dieu qui se fait un truc tout seul avant de se lancer dans la nature. Il écrit ça textuellement, Hegel. Et ça embarrasse bien sûr les commentateurs de Hegel qui protestent contre les accusations du marxisme vis-à-vis d'Hegel, mais c'est un fait. En fait, l'idée absolue, c'est Dieu, au fond. Oui, mais le Dieu de Hegel est un Dieu bien particulier.
Il ne crée pas le monde en 6 jours en se reposant le 7e pour ensuite contempler son œuvre tranquillement dans son coin. Non, le Dieu de Hegel s'engage à fond dans son œuvre, pour ainsi dire. Hegel dit, là ça va être un peu abstrait, mais je vous fais quand même parce que c'est intéressant sur la pensée de Hegel, et c'est déjà dialectique par rapport aux anciennes conceptions de Dieu chez les idéalistes. Hegel dit, Dieu, pour être vraiment Dieu, vous savez que Dieu c'est tout. Dieu est omniscient. Bon, s'il est omniscient, il doit se connaître. Et comme Dieu est tout, ça veut dire Dieu doit tout connaître. Mais il doit quand même se connaître. Mais pour se connaître, il faut qu'il devienne l'objet de sa propre connaissance. C'est pas, comme chez d'autres philosophes, une connaissance immédiate. D'emblée, Dieu se connaît de tout. Non, Dieu doit se connaître. Pour se connaître, il doit se faire objet. Donc il doit y avoir une scission dans l'idée absolue entre un sujet et un objet. Et toute la dialectique de l'histoire est le parcours par lequel cette scission entre le sujet et l'objet est résolue, réduite par une succession d'objets qui se... Parce que aucun objet, évidemment, n'est convenable, ne convient. Et on revient à la fin de l'histoire dans une réunification du sujet et de l'objet. Bon, je sais que c'est un peu abstrait, mais c'était pour vous donner un peu une idée de cette histoire, et surtout pour en venir à quoi? Une fois que Dieu se connaît, il s'est fait étranger à lui-même, il s'est fait objet, hop, il s'est bien connu, il se réidentifie complètement à lui-même, on passe de l'idée absolue au savoir absolu. Ça, c'est l'étape ultime dans le système de Hegel. Et c'est quoi que ce savoir absolu? Eh bien, c'est rien moins que le système philosophique de Hegel. Moyen en croire, Hegel tombe dans une contradiction fatale. D'un côté, toute sa pensée dialectique implique que rien n'est jamais figé, que tout est engagé dans un processus de transformation permanent, perpétuel, mais de l'autre, il fait de son système philosophique le point final du savoir, au-delà duquel il n'y a plus rien à dire. Alors, Hegel n'a jamais dit ça comme ça, il n'est pas idiot, il n'a pas dit ça, j'ai tout dit. Mais c'est impliqué dans son système. Il n'y a plus rien à dire. Il est arrivé il formule le savoir absolu, point. Et ça, c'est une contradiction inhérente à l'idéalisme de Hegel, à cette hypothèse d'une idée absolue qui se réalise dans un savoir absolu. Cependant, en face de l'école idéaliste en philosophie, il y a l'école matérialiste, qui apparaît bien sûr dès les présocratiques grecs, et dans la philosophie marxiste, le matérialisme dialectique appartient évidemment à cette école. Marx et Engels admiraient la philosophie de Hegel, et ils en ont conservé la méthode dialectique. Mais ils ont développé cette méthode sur des bases matérialistes. Marx écrivait: il suffit de remettre la méthode dialectique sur ses pieds, c'est-à-dire sur des bases matérialistes, pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable. J'écris ça dans une postface au Capital. Cette célèbre formule de Marx, remise sur les pieds de la dialectique hegelienne, a donné des migraines à des générations de marxiens. Ils ne la comprennent pas ou ne veulent pas la comprendre. Je vous ai dit, ils rejettent le matérialisme dialectique. Je vous donne un exemple. Je suis tombé en préparant cet exposé sur un certain Yvon Quignou, qui se fait passer en France pour un grand spécialiste de Marx. Il écrit: les problèmes commencent quand Marx est tenté de projeter la dialectique dans le réel. Ce type-là vend des livres sur Marx. Je déconseille toujours aux camarades de lire sur Marx. Vous voyez pourquoi? Mais, à part nos livres, bien sûr. Ne lisez pas les marxiens sur Marx, s'il vous plaît. Je relis la citation. Les problèmes commencent quand Marx est tenté de projeter la dialectique dans le réel. Mais Marx n'a pas besoin d'être tenté de quoi que ce soit, puisqu'il explique à Langage de Genet que la dialectique, elle est dans le réel. Il n'y a pas besoin de l'y projeter. Remettre la méthode dialectique sur ses pieds, cela veut dire simplement que Marx rejette cette histoire à dormir debout d'idées absolues qui se réalisent, blablabla. Il rejette l'idéalisme hegelien, il en conserve la méthode, et que dans l'analyse dialectique du monde, Marx replace les choses dans le bon ordre, en ce qui concerne le rapport entre la pensée et la matière. La pensée est le produit de la matière, et non l'inverse, comme chez Hegel. Ça, c'est la position matérialiste.
Plus précisément, la pensée est le produit du cerveau humain. Elle est le produit le plus subtil de la matière. La pensée, c'est de la matière qui se pense elle-même, c'est de la matière qui se réfléchit elle-même. Donc la matière est première et la pensée est seconde. Sans matière, pas de pensée. À l'inverse, la matière, le même objectif, n'a pas besoin de pensée pour exister. Cette idée fondamentale du matérialisme, cette thèse fondamentale du matérialisme philosophique, avait été développée avant Marx, bien sûr, et notamment par les philosophes, les matérialistes français du XVIIIe siècle. Mais Marx réalise un progrès décisif en introduisant le matérialisme de façon cohérente, dialectique, dans sa conception de l'histoire. Avec le matérialisme historique, on a pour la première fois de l'histoire de l'humanité une véritable science de l'histoire, avec ses lois, son fil conducteur, le développement des forces productives et la lutte des classes qui en découle, le développement des rapports de production, la dialectique de ses contradictions internes, son évolution par bond, par rupture, etc. Les guerres, les révolutions, bref, on retrouve la dialectique, bien sûr, la loi de la dialectique, sur des bases matérialistes dans la science de l'histoire marxiste. Autrement dit, on a affaire à une conception de l'histoire qui est non seulement matérialiste, mais qui est aussi pleinement dialectique. Et le plus important de notre point de vue, c'est que Marx ne fournit pas seulement une conception scientifique de l'histoire passée, mais qu'il nous fournit les armes théoriques indispensables pour transformer la société. L'histoire devient une source de leçons pour changer radicalement le cours de l'histoire à venir, et non simplement un plaisir académique ou intellectuel. Pour finir, je voudrais donner quelques illustrations supplémentaires des lois de la dialectique. En fait, ces lois sont tellement omniprésentes, je vous l'ai dit, à tous les niveaux du réel, qu'elles trouvent une expression dans les expressions populaires, justement, du langage courant, comme par exemple, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou je peux faire la version anglaise, c'est la paille qui brise le dos du chameau. Qu'est-ce que ces expressions que tout le monde utilise, enfin en tout cas pour la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en France, qu'est-ce que cette expression, à quelle loi de la dialectique est-ce qu'elle se rapporte? Elle se rapporte à la loi de la transformation de la quantité en qualité. C'est-à-dire à l'idée que l'accumulation quantitative dans un processus finit à un certain stade par déclencher une transformation qualitative. On vous retrouvez d'ailleurs, c'est pour ça que Trotsky l'a qualifié de la loi la plus fondamentale de la dialectique, c'est que vous retrouvez cette histoire d'évolution graduelle, évolution par rupture. Évidemment, la transformation de la quantité en qualité, elle est liée à ça. C'est la même chose, à mon sens. L'exemple le plus connu, que vous utilisez au quotidien, c'est la transformation qualitative de l'eau, une fois que quantitativement elle atteint 100 degrés, elle se transforme en vapeur. Donc transformation qualitative de l'état liquide à l'état de vapeur, ou à l'inverse, à moins de 0 degré, transformation qualitative de l'état liquide à l'état solide. Mais cette même loi est à l'œuvre à tous les niveaux du réel et dans l'histoire et la lutte des classes, bien sûr. Qu'est-ce qu'au fond une révolution, sinon une rupture qualitative dans l'ordre des choses? Vous avez sous la surface, on en a parlé ce matin, une accumulation quantitative de colère, de régression sociale, de frustration, d'humiliation dans la masse de la population, et à un certain stade, une explosion, soit révolutionnaire, soit qui annonce une révolution. Trotsky parlait du processus moléculaire de la révolution, ce qui est une image très bonne pour expliquer que ça se passe sous la surface. Moléculaire, ça ne se voit pas à l'œil nu, bon, ou en tout cas, les marxistes sont attentifs aux symptômes, bien sûr, mais ça se passe sous la surface jusqu'à transformation qualitative, explosion révolutionnaire. D'où le danger d'une approche formaliste en politique, qui mène au pessimisme. Les travailleurs sont confus, ça a été dit ce matin, la gauche, ah là là, c'est terrible, les travailleurs, ils élisent encore un type d'extrême droite en Argentine et aux Pays-Bas, ah là là, Marine Le Pen, elle est à 30%, etc. C'est-à-dire, ils regardent la surface,
Ils ne savent pas interpréter ces choses-là. Ou le syndicaliste, aussi loyal et honnête soit-il, qui pendant des mois et des mois, parfois des années, essaye d'intéresser ses camarades au fait que les conditions de travail, ça se dégrade, etc., on n'est pas assez bien payé, et puis les travailleurs, ils ne viennent pas aux AG, ils ne font pas la grève. S'il est formaliste, ce syndicaliste, quelle conclusion il va tirer sur la conscience de classe, sur la conscience de ses camarades dans la boîte? Ah, ils ne s'intéressent pas à la politique, ils ne s'intéressent même pas à leur propre sort, ils ne s'intéressent même pas à leur propre existence. Ils vont tirer cette conclusion-là. Et il sera surpris quand une insulte à un salarié, un licenciement, un nouveau coup de la part de la direction fait éclater une grève et le syndicaliste sera doublé sur sa gauche et les éléments les plus modérés, les moins intéressés se trouvent être les plus radicaux. Ça arrive sans arrêt. En un sens, ça arrive presque dans chaque grève, ce phénomène. La conscience est généralement en retard sur des événements et elle ne rattrape ce retard que brutalement, soudainement. C'est le propre d'une révolution, c'est un rattrapage brutal de la conscience sur la réalité objective. Prenez l'exemple des Gilets jaunes. Personne ne s'imagine que des centaines de milliers et des millions de Français, de travailleurs français, de jeunes, de retraités, de petits artisans, ont manifesté tous les samedis pendant un an ou plus, ont bravé la répression, les tirs de LBD, les gaz lacrymogènes, simplement à cause de la taxe carbone. Non. La taxe carbone n'a été que l'élément quantitatif de plus. D'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui disent « Je ne comprends pas, parce que là, la taxe carbone, c'était ça, et maintenant, avec l'inflation, on a ça, et les gens ne bougent pas. » C'est raisonnement non dialectique. À l'époque, c'était accumulé sous la surface de la société tellement de colère et de frustration que la taxe carbone a été le catalyseur, l'élément déclencheur. Ça aurait pu être autre chose. Autre loi de la dialectique, et ce que je dois finir, la négation de la négation. C'est une des cibles privilégiées des marxiens, mais dont Engels disait qu'un enfant de 6 ans pouvait la comprendre, et qu'elle s'accomplit en tout lieu et tous les jours. Et ceux qui ont étudié en France, mais je ne sais pas, peut-être ça se passe pareil en Suisse, la connaissent parce que, sans le savoir forcément, parce que c'est la fameuse consigne méthodologique qu'on reçoit quand il s'agit de faire des dissertations, c'est-à-dire vous devez faire une thèse, puis ensuite vous avez l'antithèse, et après dans une troisième partie vous ferez la synthèse. Sous une forme académique et artificielle, c'est ça la négation de la négation. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que il y a d'abord l'affirmation, la thèse, puis il y a la négation de cette affirmation, l'antithèse, et puis il y a la négation de l'antithèse, qui est donc une négation d'une négation, mais qui n'est pas un simple retour à la thèse. Si vous revenez, si vous répétez entre la troisième partie ce que vous avez écrit dans la première, je vous garantis une mauvaise note. Il faut que votre troisième partie combine des éléments de la première et de la deuxième partie. C'est ça l'idée générale. Et cette loi de la négation, elle est à l'œuvre à tous les niveaux, comme le dit Engels. Je prends juste un exemple dans l'histoire de l'art, pour changer. Par exemple, la succession, qui est quand même connue, entre le classicisme, le romantisme et les différentes formes de néoclassicisme entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Bon, le classicisme, avec ses formes régulières, sa symétrie, son ordre, etc., ça c'est la thèse. Sur le plan formel, c'est très clair. C'est ordonné, il y a des règles très strictes. Voilà. Le romantisme, début XIXe siècle, négation du classicisme. Et d'ailleurs, négation explicite. Ils étaient en lutte contre les classiques. En France, c'était la lutte des classiques contre les modernes. Le romantisme qui relâche les formes, toutes les règles formelles en poésie, par exemple, partent à volo, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Et puis surtout, on laisse au libre cours, beaucoup plus que dans le classicisme, à un certain lyrisme subjectif, les passions, les tourments, etc., de l'individu, etc. Donc, romantisme, négation du classicisme.
Les néoclassiques s'expriment contre les romantiques, donc reviennent à une certaine excellence formelle, à un certain goût pour la forme, rabattent on peut marre des effusions sentimentales des romantiques. Donc on revient quelque part au classicisme, et c'est pas pour rien qu'il s'appelle néoclassique, sauf que quand vous lisez, par exemple, la poésie de Mallarmé ou de Paul Valéry, etc., que c'est des néoclassiques, vous voyez que le romantisme est passé par là. Vous voyez que ces gens-là utilisent, en fait, ont intégré dans leur technique et dans leur thème les éléments du romantisme. Donc, l'idée centrale de la négation, c'est que la deuxième négation n'est pas un retour à la thèse initiale, mais elle est enrichie par tout ce que la première négation a déclenché. Et pour finir, un exemple tiré de l'histoire de l'humanité. L'écrasante majorité de l'humanité s'est déroulée sur la base de ce qu'on appelle le communisme primitif, c'est-à-dire où il n'y avait ni propriété privée du sol, il y avait propriété commune du sol, pas d'exploitation de classe et pas d'État. Puis, première négation, naissance des classes sociales, naissance de l'État, naissance de la propriété privée. Première négation, communisme primitif. Ensuite, première négation, la naissance de l'État, des classes et de la propriété privée. La troisième étape, la deuxième négation, c'est le communisme moderne, celui pour lequel on lutte, où il n'y aura pas, non plus, de classe sociale, de propriété privée et d'État. Simplement, là c'est très très clair, le communisme moderne ne sera pas un retour au communisme primitif qui reposait sur l'indigence, sur un très faible niveau de développement des forces productives. Ce sera un communisme qui se basera sur tous les acquis scientifiques, technologiques, culturels qui ont découlé de la première négation, c'est-à-dire de la naissance des classes sociales et de tout ce qui s'est passé depuis l'époque où les classes sociales ont émergé. Donc, ce communisme sera un communisme se tenant à un niveau extraordinairement plus élevé que le communisme primitif. Mais cette deuxième négation, évidemment, elle est encore à venir. C'est à nous de la réaliser, et donc en avant vers la deuxième négation.